Les douleurs abdominales chez l'enfant, un cours destiné aux étudiants de deuxième année du deuxième cycle des études médicales. Les objectifs de ce cours: reconnaître en se basant sur les données anamnestiques et cliniques une douleur abdominale chez l'enfant en fonction de son âge. Différencier par l'interrogatoire et les données cliniques une douleur abdominale aiguë d'une douleur abdominale récurrente. Identifier en se basant sur les données anamnestiques et cliniques une urgence chirurgicale devant un enfant se présentant pour une douleur abdominale. Citer les principales causes des douleurs abdominales d'origine chirurgicale chez l'enfant et énumérer les causes digestives des douleurs abdominales récurrentes. Donc, comme introduction, c'est un symptôme fréquent en pathologie pédiatrique et c'est un motif de consultation assez courant en pédiatrie. Il existe deux modes de présentation des douleurs abdominales. Les douleurs abdominales aiguës qui sont récentes et dans ce cas-là, il s'agit d'un diagnostic d'urgence, souvent associé à d'autres symptômes, donc il faudra rechercher une cause précise. Et les douleurs abdominales chroniques ou récurrentes qui vont avoir des étiologies variables. Il faut savoir qu'il existe un problème de diagnostic étiologique face à un enfant qui se présente pour une douleur abdominale. Donc le diagnostic positif chez le grand enfant, le diagnostic positif il est souvent facile puisque l'enfant peut localiser la douleur étant souvent accompagnée d'une modification de son faciès avec un faciès qui est pâle, qui est crispé, et on peut avoir des douleurs spontanées ou provoquées par la palpation. Chez le nourrisson, par contre, donc, les signes ne sont pas spécifiques. Il peut s'agir d'accès de pâleur, des pleurs, des mouvements stéréotypés des jambes et on peut avoir des signes digestifs associés comme la diarrhée, les vomissements, les rectorragies et ou des signes locaux tels qu'un ballonnement abdominal ou la perception d'une masse à la palpation abdominale. Et donc le diagnostic chez le nourrisson il est difficile et souvent il faut devant des cris incessants rechercher une origine abdominale chez le nourrisson. Donc et ceci surtout si ces cris-là ne traduisent pas une faim, c'est un nourrisson dans ce cas-là qui sera calmé par les tétées, une colère, le bébé sera dans ce cas-là calmé par le bercement ou une atteinte ostéo-articulaire et dans ce cas-là, la douleur elle est associée à une diminution de la mobilité d'un membre. Donc devant des douleurs abdominales de l'enfant, il va falloir mener une enquête étiologique grâce à un interrogatoire minutieux, un examen clinique complet et des examens complémentaires orientés en fonction de la suspicion clinique. L'interrogatoire donc va préciser les caractères de la douleur, le mot de début, le type et l'intensité, la topographie, les irradiations, son allure évolutive et les facteurs d'exacerbation ou de soulagement. Il va préciser aussi les signes associés, généraux, surtout s'il n'existe pas une fièvre, les signes digestifs tels que la présence d'une rectorragie, les signes urinaires, la présence d'une hématurie, les signes pulmonaires, les signes dermatologiques, ORL et neurologiques. Donc tout signe, il peut avoir une importance. Et on va préciser aussi les antécédents, en particulier chirurgicaux, mais tout antécédent est important. La notion aussi de traumatisme récent ou de voyage récent ou de comptage tuberculeux. Et on va finir par préciser le contexte, donc l'âge de l'enfant, puisque les étiologies sont variables en fonction de l'âge, le sexe, l'enquête alimentaire, l'évaluation du contexte psychologique et social, ainsi que le contexte scolaire. Donc, les signes d'alerte vont être une douleur nocturne qui réveille l'enfant, une douleur localisée continue, des vomissements bilieux, donc verdâtres, et les signes d'occlusion, les signes d'hémorragie digestive. Donc, si ces signes sont rapportés à l'interrogatoire, il faut vraiment s'alerter. Donc l'examen clinique va passer bien sûr par l'examen abdominal qui va préciser à l'inspection s'il existe une respiration abdominale, une pâleur, un météorisme localisé ou diffus ou une cicatrice abdominale.
La palpation va rechercher une douleur exquise, une défense, une hépato- ou splénomégalie ou une masse tumorale et systématiquement, il faut palper les orifices herniaires. L'inspection qui va préciser, et il faut savoir qu'un abdomen qui ne se laisse pas examiner doit inquiéter. Une douleur localisée au niveau de la fosse iliaque droite est toujours suspecte. Alors pour l'examen génital, chez l'adolescente, il faut rechercher la présence de leucorrhée ou de masse annexielle. Chez le garçon, rechercher une torsion testiculaire, une orchite ou une épidydymite. Donc, à la percussion, il faut rechercher un tympanisme, une vacuité anormale et toujours pratiquer un toucher rectal qui va rechercher une douleur, une masse ou bien la présence de sang. L'examen génital chez l'adolescente est important à la recherche de leucorrhée, de masse annexielle. Il faut toujours chercher une torsion testiculaire, une orchite ou une épidydymite. Et bien sûr, pratiquer un examen général en mesurant la température à la recherche d'une fièvre, le poids, la taille, la tension artérielle, un examen complet cardiovasculaire, pleuropulmonaire, articulaire, rechercher un foyer infectieux, pratiquer un multistix à la recherche de signes en faveur d'infection urinaire, c'est surtout la leucocyturie et bien sûr la recherche de nitrites dans les urines. Et bien sûr, au terme de cet examen clinique, il va falloir donc demander des examens complémentaires en fonction de l'orientation. En cas d'orientation vers une cause chirurgicale, donc un abdomen sans préparation, à la recherche d'un croissant d'air en sous-diaphragmatique en rapport avec un pneumopéritoine, ou bien la présence de niveau hydroaérique en faveur d'une occlusion. L'échographie abdominale va rechercher la présence d'une appendicite, une invagination, une salpingite, une lithiase biliaire ou urinaire, une cholécystite, une hétéronéphrose ou une pancréatite. En cas d'orientation vers une cause médicale, il va falloir, en cas de fièvre, rechercher un syndrome inflammatoire biologique, donc par la pratique de la numération, de la CRP ou bien de l'AVS, la radiothorax s'il y a des signes pulmonaires, le CBU si on suspecte une infection urinaire, la fibroscopie digestive si la douleur elle a un maximum épigastrique et le bilan hépatique, transaminase, bilirubine, gamma-GT si la douleur elle prédomine au niveau de l'hypocondre droit. Il faut savoir que c'est toujours en fonction bien sûr de l'orientation clinique. Et en cas de diagnostic imprécis, si on n'arrive pas à retrouver une orientation particulière, il va falloir surveiller l'enfant en hospitalier avec un examen abdominal et général répété. On arrive maintenant aux étiologies des douleurs abdominales chez l'enfant. Il faut différencier donc les douleurs abdominales aiguës qui peuvent être chirurgicales ou médicales et les douleurs abdominales récurrentes qui peuvent être organiques ou fonctionnelles. Pour les douleurs abdominales aiguës, elles représentent 5,1% des consultations des enfants entre l'âge de 2 et 12 ans. Il y a 6 principaux diagnostics. L'infection respiratoire haute ou l'otite dans 18% des cas, suivi de la pharyngite dans 16% des cas, du syndrome viral, de l'absence de cause retrouvée dans 15% des cas. Il peut s'agir aussi dans 10% des cas de gastroentérite ou dans près de 8% des cas de maladies aiguës fébriles. L'écho chirurgicales ne représentent que 1%, mais elles sont
bien sûr importantes à reconnaître puisque c'est des causes donc, qui peuvent mettre en jeu bien sûr le pronostic vital et il faut rapidement poser donc le diagnostic. Alors chez le nourrisson, donc les étiologies chirurgicales elles sont dominées par l'invagination intestinale aiguë, mais on peut avoir une occlusion intestinale de toute cause, un volvulus, un étranglement herniaire, on peut avoir une duplication digestive ou toujours bien sûr chez le garçon rechercher une torsion du testicule. Il peut s'agir d'étiologies médicales, donc digestives, donc, dont la plus fréquente, c'est les coliques du nourrisson, elles sont très fréquentes, les gastroentérites aiguës, l'œsophagite et l'intolérance aux protéines de l'élevage. Et il peut s'agir donc de signes d'appel d'une pathologie extra-digestive, telle qu'une infection ORL, pulmonaire ou urinaire. Chez l'enfant, donc les étiologies chirurgicales sont dominées par l'appendicite aiguë. Donc on peut avoir donc une invagination intestinale aiguë secondaire, surtout dans le cadre d'un purpura rhumatoïde. Toujours bien sûr palper les orifices herniaires à la recherche d'un étranglement herniaire, l'occlusion intestinale, le diverticule de Meckel, la lithiase urinaire ou biliaire, la torsion de testicule chez le garçon, la torsion d'annexe chez la fille et d'autres causes qui sont plus rares telles que l'hématocolpos. Les étiologies digestives sont dominées par les parasitoses, la gastroentérite et l'hépatite virale A. Les autres causes peuvent être un reflux gastro-œsophagien, un ulcère et plus rarement une tuberculose péritonéale. Pour les causes donc extra-digestives chez l'enfant, c'est surtout les angines qui peuvent avoir une symptomatologie abdominale, les pneumonies franches lobaires aiguës, les dysménorrhées chez la fille, l'infection urinaire, les troubles métaboliques et plus rarement donc une épilepsie temporale. Et il faut savoir qu'il existe aussi une origine psychogène assez fréquente chez le grand enfant, surtout à l'adolescence. Alors pour les causes chirurgicales, donc chez le nourrisson, l'invagination intestinale aiguë est très importante à connaître. C'est la pénétration d'un segment intestinal dans un segment sous-jacent. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique et c'est l'une des urgences du nourrisson les plus fréquentes. Elle survient classiquement entre l'âge de 2 mois et 2 ans avec un pic de fréquence entre l'âge de 6 mois et 9 mois. Donc, elle donne sur le plan clinique des crises douloureuses paroxystiques avec refus de vibrants, des vomissements. Un vomissement alimentaire accompagne souvent la première crise, mais n'est pas constant lors des crises suivantes. Un arrêt des matières et des gaz, l'émission de sang par l'anus qui est un signe tardif et qui traduit une souffrance intestinale. Et la palpation abdominale, elle peut révéler une tuméfaction abdominale, c'est ce qu'on appelle un boudin d'invagination. Donc typiquement sur l'AST, on peut avoir une image en croissant, des signes d'occlusion, des niveaux hydroaériques et le diagnostic il est fait grâce à la pratique de l'échographie. Il ne faut pas hésiter à la faire dès la suspicion clinique. En urgence, c'est un examen facile, rapide à faire et anodin et qui va mettre en évidence le boudin d'invagination. En coupe transversale, c'est une image donc en cocarde et on coupe donc longitudinale, c'est une image donc en sandwich. Le traitement, il est indiqué en urgence, donc il faut pratiquer un lavement aux hydrosolubles. Les contre-indications, c'est l'altération d'état général, un état de choc, la présence d'un pneumopéritoine qui traduit la perforation digestive et la présence d'un épanchement péritonéal. L'avantage, c'est qu'il est facile, peu invasif, efficace dans près de 90% des cas et il est rarement compliqué et plus rarement, si on a des contre-indications ou à un stade tardif, il faut, ou bien en cas d'échec, il faut pratiquer la chirurgie donc, pour faire cette désinvagination. Le pronostic il est souvent favorable. Parfois, on peut avoir des complications si, surtout, le diagnostic n'a pas été posé rapidement. C'est la nécrose et la perforation digestive. On passe à l'étiologie la plus fréquente, chirurgicale, la plus fréquente chez le grand enfant, c'est l'appendicite donc aiguë. Il faut savoir que les signes généraux au début sont peu marqués, avec une douleur localisée au niveau de la fosse iliaque droite, des vomissements, des nausées. On peut avoir une fièvre mais qui est souvent modérée, une douleur ou une défense à la palpation de la fosse iliaque droite et un toucher rectal qui est douloureux.
Chez le nourrisson, le diagnostic il est beaucoup plus difficile à poser puisque le tableau il est beaucoup moins évocateur. On peut avoir des signes cliniques trompeurs tels qu'une forte fièvre, une diarrhée, un tableau qui va ressembler à une gastroentérite. Un examen clinique chez le nourrisson, c'est souvent difficile à faire puisque le tableau peut se résumer à une gastroentérite comme on l'a dit. Et il faut savoir que l'appendicite chez l'enfant de moins de 3 ans, c'est une forme grave du fait essentiellement du retard de diagnostic. Sur le plan biologique, donc une hyperleucocytose APNN avec une CRP augmentée, l'échographie abdominale va montrer un appendice tuméfié avec un épaississement pariétal, une hypervascularisation, un appendice rigide qui ne se comprime pas et le traitement il est chirurgical bien sûr au mieux par cœlioscopie. L'étranglement herniaire, il faut toujours bien sûr faire la palpation des orifices herniaires à la recherche donc d'un étranglement herniaire. Et on peut avoir d'autres occlusions intestinales aiguës, telles que l'occlusion sur bride, le volvulus, et souvent on a les douleurs abdominales, les vomissements, l'arrêt des matières et des gaz, l'abdomen qui est ballonné à l'examen, et surtout dans les occlusions basses, l'ASP va montrer donc les niveaux hydroaériques. Il ne faut pas oublier donc de palper ou d'examiner les bourses chez les garçons à la recherche d'une torsion testiculaire qui va donner des douleurs scrotales, un testicule augmenté de volume et bien sûr c'est une urgence chirurgicale. Chez la fille, on peut rarement avoir donc une torsion ovarienne, en particulier d'une tumeur donc ovarienne. On arrive maintenant aux causes médicales. Elles sont les plus fréquentes chez l'enfant. Elles sont beaucoup plus fréquentes que chez les causes chirurgicales, mais elles ne seront retenues qu'après exclusion de toute cause chirurgicale. Elles sont le plus souvent fébriles, conduisant à rechercher une cause infectieuse ou plus rarement inflammatoire. Alors, chez l'enfant fébrile, il peut s'agir d'une pneumonie franche lobaire aiguë qui va donner une douleur abdominale hautement fébrile, parfois isolée, sans signe respiratoire, avec une asthénie, plus ou moins associée à une toux. À la biologie, on note l'hyperleucocytose APNN et la radiographie du thorax va faire le diagnostic. Donc vous voyez donc sur les radiographies donc une pneumonie franche lobaire, donc bien sûr droite. Les infections de l'appareil urinaire, elles peuvent être révélées par des douleurs abdominales parfois localisées au niveau des fosses lombaires, les grands droits. Elles accompagnent plus rarement les infections urinaires basses. Donc on va pratiquer à la suspicion une bandelette urinaire et si on a des nitrites positifs, il faut faire le CBU. Les gastroentérites aiguës peuvent s'accompagner ou être précédées par des douleurs abdominales. L'hépatite virale, donc elle peut donner donc des douleurs abdominales, surtout à la phase donc, prodromique, qui vont siéger au niveau de l'hypocondre droit, avec donc la présence donc ultérieurement de vomissements, d'un subectère conjonctival, d'une décoloration débutante des selles avec des urines foncées, et à la suspicion, il faut doser bien sûr les transaminases. Il peut s'agir aussi d'oréans, de type d'angine ou donc d'infections ORL qui vont donner donc une symptomatologie donc digestive. Alors chez l'enfant non fébrile, donc il faut toujours faire un examen complet à la recherche de signes cutanés, donc à type de purpura. La présence donc de purpura, de douleurs articulaires et de douleurs donc abdominales, donc va évoquer le purpura rhumatoïde, c'est pas une cause rare chez l'enfant. Les crises vaso-occlusives d'une drépanocytose peuvent donner bien sûr des douleurs abdominales, l'anémie hémolytique aiguë, le syndrome néphrotique ou les glomérulonéphrite et les lithiases urinaires ou biliaires. Le diabète sucré aussi peut donner donc, des douleurs abdominales donc, secondaires à la cétose. On arrive maintenant aux douleurs abdominales récurrentes. Donc, on définit les douleurs abdominales récurrentes par la survenue de 3 épisodes douloureux sur une durée d'évolution de plus de 3 mois. Elles peuvent être organiques ou fonctionnelles. En faveur d'une cause organique, c'est la présence d'une inappétence chronique, le siège autre que périombilical. Donc, le siège périombilical, il est en faveur du caractère fonctionnel des douleurs abdominales. Des douleurs qui réveillent l'enfant, la notion d'un amaigrissement franc, voire un retard de croissance, l'existence donc d'une fièvre au-delà de 38 degrés,
l'existence de signes digestifs à type de diarrhée, de méléna, de rectorragie, l'existence d'une pâleur, d'un ictère, des ulcères buccaux, des aftes, des érythèmes noueux, donc en faveur des maladies inflammatoires du tube digestif, la présence d'une hépatomégalie ou d'une splénomégalie, les douleurs articulaires ou l'arthrite et l'existence de lésions périanales. Donc, les causes digestives des douleurs abdominales récurrentes, donc, elles sont dominées par la gastrite à hélicobacter. Elles donnent des vomissements, un amaigrissement, parfois un retard de croissance et une anémie ferriprive. L'endoscopie va montrer une gastrite micronodulaire donnant à la muqueuse un aspect mamelonné et la muqueuse peut être congestive, pétéchiale ou ulcéreuse. L'histologie va confirmer le diagnostic en montrant une gastrite histologique chronique avec la présence de nombreux follicules lymphoïdes et la présence bien sûr d'Helicobacter pylori. Le traitement repose sur une quadrithérapie associant 3 antibiotiques, amoxicilline, clarithromycine et métronidazole et bien sûr des inhibiteurs de la pompe à protons. Une cause plus rare chez l'enfant, c'est l'ulcère gastro-duodénal. Il peut donner des douleurs récurrentes par crise postprandiale. Parfois, l'ulcère gastro-duodénal peut être révélé par une complication, une hématémèse, une perforation ou une sténose. Le diagnostic d'ulcère secondaire devra être envisagé en cas de prise médicamenteuse et l'ulcère primaire sera évoqué en cas d'antécédents familiaux et toujours savoir demander une fibroscopie gastro-duodénale. Les parasitoses digestives, c'est aussi une cause assez fréquente chez l'enfant, la giardiase, l'exoxyureuse, dont l'origine des douleurs. Donc, en cas, bien sûr, elles sont observées les douleurs, surtout en cas d'infestation importante. Et toujours ne pas hésiter, dès la suspicion, de pratiquer un examen parasitologique des selles. Donc ça c'est pour les causes abdominales. Maintenant on passe aux causes urologiques. Il peut s'agir d'une malformation de l'arbre urinaire qui peut par des accès d'hydronéphrose, par exemple dans le cadre d'un syndrome de la jonction, donner des douleurs abdominales. Donc le diagnostic il est fait grâce bien sûr à l'échographie. Les infections urinaires basses récidivantes chez la petite fille particulièrement peuvent donner des douleurs de l'hypogastre et les lithiases urinaires avec les coliques néphrétiques à présentation abdominale plus que lombaire, en particulier chez l'enfant et vont bien sûr indiquer dès la suspicion de faire une échographie pour mettre en évidence les calculs de l'arbre urinaire. Les autres causes, il peut s'agir chez une adolescente de causes gynécologiques, les douleurs ovulatoires lors des premières règles, d'hématocolpose par perforation inéale, si ça passe inaperçu au cours de la naissance, donc ça va être révélé par la suite à l'adolescence, les vaginites et les vulvovaginites et il ne faut pas hésiter à demander une échographie. La maladie périodique, qui est caractérisée par l'association d'une douleur abdominale récurrente, une fièvre au moment des accès de douleur abdominale avec un syndrome inflammatoire. Les affections neurologiques, telles que l'épilepsie abdominale, plus rarement l'HTA ou les accidents vaso-occlusifs au cours de la drépanocytose. Donc, on arrive aux causes fonctionnelles. Il faut savoir qu'elles sont assez fréquentes chez le grand enfant. C'est des douleurs qui sont généralement périombilicales. Il n'y a pas de retentissement sur la croissance. Il n'y a pas de relation avec les repas ni l'émission de gaz. L'âge, c'est surtout entre l'âge de 4 et 14 ans, mais c'est surtout à la période prépubertaire. Très souvent, il existe un contexte particulier, une contrariété, un conflit familial, une séparation ou un stress environnemental. L'évolution, elle est le plus souvent favorable et il faut savoir que c'est fréquent, mais c'est un diagnostic d'élimination. Donc en conclusion, les douleurs abdominales, c'est une pathologie fréquente chez l'enfant. Les étiologies sont multiples, ce qui impose une démarche étiologique rigoureuse basée sur l'interrogatoire et l'examen clinique. En cas de douleur abdominale aiguë, il faut faire la part entre ce qui est symptômes rassurants ou alarmants, toujours penser à une urgence chirurgicale. Et en cas de douleur abdominale récurrente, elles sont dominées par les étiologies fonctionnelles, donc les douleurs fonctionnelles, mais qui reste bien sûr un diagnostic d'élimination. Donc je vous propose cette évaluation. Donc le QCM numéro 1, en faveur de l'origine organique des douleurs abdominales récurrentes, on retient l'existence d'un amaigrissement, une localisation périombilicale, l'âge inférieur à 4 ans, une fièvre associée,
des douleurs épigastriques. Donc, les bonnes réponses, c'est surtout l'existence d'un amaigrissement, l'âge inférieur à 4 ans, une fièvre associée et les douleurs épigastriques, puisque la réponse B, la localisation péri-ombilicale, elle est plutôt en faveur de l'étiologie fonctionnelle. QCM numéro 2, en faveur de l'origine médicale des douleurs abdominales aiguës. Donc, on va retenir l'existence d'une défense à la palpation abdominale, une fièvre élevée à 40, des douleurs localisées à la fosse iliaque droite, un examen abdominal normal, l'existence d'un foyer infectieux à l'examen général. Donc, les bonnes réponses, c'est une fièvre élevée à 40, un examen abdominal normal et l'existence d'un foyer infectieux à l'examen général. Puisque défense à la palpation abdominale, ça oriente vers une cause chirurgicale, et douleur localisée à la fosse iliaque droite, donc c'est en faveur bien sûr d'une appendicite aiguë. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.